Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu le combat. Alors, combat entre guillemets, hein, parce que combat, c'est un bien grand mot. La guerre, c'est pareil, c'est un bien grand mot. La guerre des sexes et le combat, donc, pourquoi ce combat? Non, de oui, un peu d'amour dans ce monde de merde, quand même. Alors bon, là, je vous ai fait une vidéo un petit peu sur l'intelligence de certains et de certaines. Hein, vous allez voir un peu l'intelligence, comment elle déborde des oreilles, et plus con que ça, tu meurs. Voilà, c'est aussi clair que ça. Donc vous verrez ça en premier. Ensuite, je vous montrerai qu'ils ont tout faux. Hein, alors, ils ont tout faux, bien sûr, dans la mesure où les femmes seraient très petites. Alors, c'est vrai que dans la moyenne, l'homme est plus grand que la femme, mais ce n'est pas pour les raisons qu'ils le disent. Hein, faudrait quand même pas exagérer. Oui, je sais, ils débordent pas d'intelligence. Et pourtant, des journalistes. Hein, certains sont journalistes, d'autres soit grands penseurs, soi-disant. Alors plus con que ça, tu meurs, quoi. Voilà, c'est aussi clair que ça. Ensuite, nous verrons donc. Alors là, j'ai été glaner un petit peu des informations sur un peu partout, et j'ai donc trouvé quelques informations. Les femmes dans l'Église catholique. Hein, on va prendre nos religions à nous. Comme un Européen, et on va voir ça, ce qu'ils en disent, et la place, bien sûr, qu'elle occupe. Hein. Vous allez bien voir que si je me réfère un petit peu à la Bible, hein, Marie, c'est pas un homme déguisé, jusqu'à preuve du contraire, hein, et pourtant beaucoup sont à genoux devant. Hein. Alors, alors vous voyez bien que les femmes, ils prennent une grande place. Hein. Mais non, c'est pas assez. Ils veulent au-dessus. Ils veulent avoir le pouvoir. Hein. Ce n'est pas une lutte, on va dire, une lutte contre l'homme en particulier. C'est une lutte pour le pouvoir, donc ce qui est différent. Hein. Lorsqu'on est rendu à ce stade de connerie, là, je dis halte. Il faut savoir s'arrêter. Et d'ailleurs, vous allez voir que le journaliste le dit bien lui aussi, halte. Il faut savoir s'arrêter. Parce que on voit bien qu'il a du mal à trouver les mots. Parce que c'est très dur. Hein. Moi-même, pour trouver les mots sans être démago ou sans être non plus anti-féministe ou féministe, c'est très dur. C'est très dur, hein, je peux vous le dire. Donc là, j'y vais franco. Ça passe ou ça casse. Ou alors c'est bien, ou alors c'est pas bien, mais toujours est-il que, bon ben, hélas, je trouve que ce petit reportage là que je vous ai fait, je trouve qu'il dessert la cause de qui que ce soit, de toute façon. Hein. Ce serait un autre groupe qui sortirait une ineptie pareille, ce serait pareil. Je le dénoncerais, et je pense que tout le monde le dénoncerait pareil. Mais là, pour le coup, c'est les féministes. Alors là, bon, on va s'arrêter là juste pour le début. Je vais vous mettre directement le petit reportage d'Immédiat. Vous allez voir ça. Hein, donc ils ont fait un petit peu de zapping, hein, après ils en parlent. Et ensuite, nous verrons donc certaines femmes que j'ai été chercher, et on verra des défilés, quelques trucs, et ensuite nous verrons donc les femmes au sein de l'église. Bah, c'est aussi simple que ça, et vous allez voir qu'il n'y a aucune guerre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre? Merde, un peu d'amour dans ce monde de merde. Quand même. Allez, on va écouter quand même ce qu'il en dit Immédiat. Trouvailles des féministes, les femmes sont plus petites que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont privées de viande, et ce, depuis la préhistoire. La journaliste Bouazouni de l'Obs va commencer son argumentaire en observant le monde animal et en évoquant le fait que
Dans le monde animal, les femelles sont toujours plus grosses que les mâles. Pourquoi les femmes font-elles entre 6 et 18 cm de moins en moyenne dans le monde que les hommes? Eh bien parce que nous avons été privés de nourriture et ce depuis la nuit des temps. La femme est plus petite que l'homme et c'est pas très logique. Dans le monde animal, on voit que c'est même souvent l'inverse, surtout chez les mammifères. On voit que la femelle est plus grande, plus grosse que le mâle. Ah bah, c'est formidable le nombre de sottises proférées en quelques secondes, on peut dire. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a un dimorphisme sexuel dans le monde animal, une différence entre les hommes et les femmes. Il y en a aussi dans le monde humain, à la fois biologiquement et culturellement, selon les différentes cultures. Bon, il y a des différences, c'est sûr. Alors maintenant, dire que dans le monde animal, les femmes sont systématiquement plus grandes que les hommes, les femelles oui, les femelles, j'allais vous corriger, plus grandes que les mâles, c'est peut-être vrai chez les insectes, mais ce n'est pas vrai chez les oiseaux, pas toujours vrai chez les oiseaux, et c'est encore moins vrai chez les mammifères. Les mammifères qui sont cités, hein. Les mammifères qui sont cités, alors qu'il suffit au fond de regarder dans un champ les vaches et les taureaux, dans une campagne les coqs et les poules, d'aller aux zoos de voir les lions et les lionnes, d'aller en forêt de voir le cerf et la biche, ou d'aller en montagne et de voir le bouquetin et la chèvre du bouquetin. Voilà. Donc c'est un non-sens absolu que de... Enfin, c'est une bêtise, quoi, voilà. Continuons, parce un que petit bobard, un petit bobard. Un petit bobard. Et l'information va être aussi reprise par France Info, notamment la journaliste Lisa Beaujour, que nous avons citée plusieurs fois dans Immédiat. Alors, Lisa Beaujour, elle était là notamment pour dénoncer la charge mentale sur les femmes. Elle était là aussi une des premières journalistes à dénoncer le manspreading. Donc, c'est le fait d'écarter les jambes. Et manspreading, c'est le mot qui culpabilise l'homme. Et là, elle reprend le même argumentaire. Et ce même argumentaire, eh bien, on remonte à la préhistoire. Donc, les femmes ont été privées de viande pendant la préhistoire. Et c'est pour ça que la génétique a éliminé... Salaud de chasseur de mammouth, quand même. C'est là où la génétique a éliminé les femmes qui étaient plus grandes. On va voir un extrait. Ce qu'elle explique, c'est que l'inégalité alimentaire pourrait bien remonter au Paléolithique. Elle montre que dans toutes les sociétés connues et étudiées par les ethnologues, les chasseurs hommes s'attribuent le monopole de la consommation des protéines animales. Et c'est ça qui a posé un problème pour la taille des femmes. Oui, alors tout ça est une série d'hypothèses parfaitement fantaisistes, puisque les protéines animales étaient partagées entre les hommes et les femmes, y compris à l'époque de la préhistoire. Peut-être d'ailleurs dans des proportions un peu différentes, c'est possible. Mais vous savez qu'Hervé, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la préhistoire. Mais la femme aujourd'hui, la jeune femme aujourd'hui qui allaite un enfant, le lait maternel, il n'est pas tout à fait le même s'il est destiné à un garçon et s'il est destiné à une fille. Et s'il est destiné à un garçon, il y aura un peu plus de protéines que s'il est destiné à une fille. C'est un phénomène, en l'occurrence, purement biologique, qui est sans doute le résultat de la sélection naturelle. Alors, faire une opération, une campagne de culpabilisation des hommes au motif que les chasseurs de la préhistoire n'auraient pas été très corrects et regarder la viande pour eux, c'est quand même complètement délirant. Mais c'est de la propagande. Jean-Yves, une petite question. Est-ce qu'il vous arrive de tenir la porte à une femme ? Bah oui, moi ça m'arrive même très souvent. J'essaye d'être courtois, et donc dans la courtoisie, j'essaye effectivement de tenir la porte à des femmes, de les laisser passer devant. J'essaye d'être courtois. Félicitations, oui. Jean-Yves, je vais pouvoir vous l'affirmer, en tout cas à l'appui d'un reportage de LCI. Pour LCI, vous êtes sexiste. La courtoisie est une réminiscence d'un comportement sexiste. Pardon, excusez-moi, allez-y. Tenir la porte à une femme, céder sa place dans les transports. Payer l'addition ou encore débossé son manteau sur les épaules de madame. La galanterie, même en 2017, reste toujours dans nos habitudes. Pourtant, les revendications entre les femmes et les hommes n'ont jamais été aussi fortes. Mais alors, est-ce que tout cela n'est pas un petit peu vieux jeu ? En clair, est-ce que la galanterie ne serait pas plutôt sexiste ? Alors là, on a un peu le même phénomène. Encore une fois, il y a des différences entre les hommes et les femmes, et il y a des différences de comportement, il y a des différences de comportement dans les cultures, des différences culturelles. Ces différences, elles peuvent varier d'ailleurs d'un pays à l'autre. Par exemple, au
au Japon, c'est la femme qui s'efface devant l'homme. Alors donc je pense que les féministes japonaises doivent dire « salaud de japonais machistes » puisque les femmes doivent s'effacer devant les hommes. Alors que là, dans la civilisation européenne, l'homme laisse passer la femme devant. Ce qui existe, ce qui est fondamental, c'est la différence. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, et donc chaque culture traduit de manière particulière ces différences. Et là, on est dans une opération de déconstruction biologique dans ce qu'on a vu avant et de déconstruction culturelle dans ce qu'on voit maintenant. C'est vraiment une démarche totalitaire. Eh bien, déconstruction culturelle, en effet, depuis 2 mois environ, pratiquement, depuis l'affaire Weinstein, eh bien, on assiste à une véritable déconstruction culturelle, déconstruction des rapports entre les hommes et les femmes. On vient d'évoquer la courtoisie. Eh bien, je vais évoquer l'amour un peu courtois, en tout cas dans sa déclinaison, à travers les contes que les parents racontent à leurs enfants. Figurez-vous que pour certaines personnes, lorsque le prince charmant embrasse Blanche-Neige pour la réveiller, eh bien, c'est une agression sexuelle. C'est le prince. Déjà, il arrive, il embrasse la Belle au bois dormant ou Blanche-Neige quand elle dorme. Hein, ça porte un nom, ça s'appelle une agression sexuelle. Alors là encore, on est en plein contresens, puisque précisément, le baiser du prince charmant, c'est un baiser chaste. C'est un baiser sur le front. Ça n'a rien à voir avec une agression sexuelle de quelque sorte que ce soit. Donc on est là encore dans le contresens, mais aussi, toujours, la volonté de déconstruction. En fait, on est dans une logique de déconstruction générale, déconstruction de notre histoire, déconstruction de notre culture, déconstruction des relations entre les hommes et les femmes. Et en plus, déconstruction de la langue. Et la langue, j'ai envie de dire, c'est l'essence même de la civilisation. Pour François Reynard, journaliste à l'Obs, eh bien, la langue est symptomatique du sexisme des Français. Je vais écrire la phrase suivante. En 1936, les ouvriers indignés votèrent la grève. En lisant cette phrase, les images qui vous sont venues, c'est les images de moustaches, de casquettes, c'est la mythologie du Front populaire. Et bien maintenant, je vais réécrire la même phrase autrement. En 1936, les ouvriers.e.s, indignés.e.s, votèrent la grève. Et bien là, vous avez vu que dans cette foule qui était indignée et qui a voté la grève, il y avait des hommes et il y avait des femmes. Oui, alors c'est une absurdité, puisque quand on dit les hommes, ou les professionnels, ou les professeurs, ça vise l'ensemble et pas seulement un sexe particulier. Donc c'est un contresens par rapport à ce qu'est la langue. Mais là aussi, il y a une volonté totalitaire de transformer la langue. On retrouve la logique d'Orwell, la novlangue. On change le sens des mots. Et là, on veut même changer les mots, changer l'écriture en imposant, en tentant d'imposer une manière artificielle d'écrire. C'est du constructivisme au service de la déconstruction. Dans cette partie, c'est l'Obs qui est dans le viseur, puisque ça va être la 3e séquence que je vais lancer, qui sera diffusée sur l'Obs. Cette fois-ci, c'est Catherine Arditi qui va affirmer dans une vidéo. Catherine Arditi, c'est une comédienne. Hein, oui. Elle va affirmer dans une vidéo pourquoi la langue française est sexiste. La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas? Il y a une blague à ce sujet. Une vieille blague, mais très éclairante. Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès des rois. Une courtisane, c'est une pute. Alors, mesdames et surtout vous, messieurs, réveillez-vous. Le vocabulaire, les mots que l'on emploie tous les jours peuvent se révéler profondément machistes. Alors, vous savez pourquoi elle fait ça maintenant, Madame Arditi, ce petit numéro j'imagine que c'est dans l'air du temps, avec l'écriture inclusive, donc elle peut peser un petit peu sur le débat à sa manière. Les comédiens ont toujours cette fâcheuse tendance à vouloir peser sur le débat. Non, ils veulent pas peser sur le débat, ils veulent passer à l'image. Voilà, Madame Arditi est en campagne de promotion. C'est normal, elle est comédienne. Hein. Oui, enfin, elle est en campagne de promotion pour un de ses spectacles. Et donc, dans le cadre de la campagne de promotion de ce spectacle, elle livre des déclarations politiquement correctes, dans l'air du temps, comme vous l'avez dit, pour
qu'on parle d'elle et donc qu'on parle de son spectacle. C'est de la publicité camouflée pour son spectacle. Elle paye son passage pour faire parler d'elle, pour faire parler de son spectacle par un petit caca politiquement correct. Voilà l'explication. Au final, on a eu donc la différence entre les hommes et les femmes au niveau du morphisme. On a eu la courtoisie, on a eu la déconstruction des contes, mais aussi déconstruction de la langue française. Tout ça y passe, toute la culture française y passe. Alors, je crois qu'il y a derrière ça une volonté générale qui est de contribuer à toujours plus diviser la société européenne, diviser la société française, et là, en opposant les hommes et les femmes, en créant, au fond, les conditions d'une guerre des sexes. C'est, je crois, très... si je dis que c'est un plan déterminé, on va me dire que je suis complotiste, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir cet ensemble d'offensives, comme vous l'avez dit, sur la langue, sur la culture, et sur la quasi-totalité des médias. Je ne sais pas si c'est un plan programmé, c'est en tout cas une démarche parfaitement totalitaire, et c'est en cela qu'il faut la dénoncer et continuer à tenir les portes quand on passe avec une dame, et même continuer à payer les additions, ce qui n'est pas forcément un privilège. Jean-Yves, après la lutte des classes, on retrouve la lutte des sexes. C'est une vision quand même extrêmement marxiste. Faites attention, Jean-Yves, faites attention. Ah, mais tout n'est pas faux chez Marx. Il y a aussi la lutte des races, vous savez, et la lutte des cultures, et la lutte des civilisations, tout simplement parce que la vie, c'est la lutte. Bon, nous voilà donc sur un article, là, le rôle attribué depuis la préhistoire. Donc là, on voit bien la petite photo. Donc le mec, il a dû trouver ça sur le net. Donc là, on va voir cet article. Alors l'article, il n'est pas gros, c'est juste ce que vous voyez à l'écran, un petit 2 paragraphes. Alors, l'inégalité des femmes par rapport aux hommes remonte à l'apparition des hommes sur la Terre. À l'époque, la force physique comptait énormément. Pour suivre la chasse, la pêche, pour survivre, excusez-moi, la chasse, la pêche, la récolte et les guerres. Les femmes avaient bien du mal à se mesurer aux hommes. De plus, pas question de contraception. Ils n'avaient pas inventé la contraception. Voilà autre chose. Ils auraient pu faire des préservatifs en peau de phoque, je sais pas, en peau de dinosaure, je sais pas. Et par conséquent, dès la puberté, les femmes enchaînaient les grossesses. C'est vrai, ils étaient là-bas tous. Tous ces gens-là, ils étaient là et ils ont contemplé ça, ils ont vu que dès la puberté, seulement ce qu'ils oublient de dire, c'est ces intellectuels qui ne le sont pas et qui n'ont aucune intelligence. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que les gens mouraient entre 20 et 25 ans. Ça vivait pas très longtemps. C'est clair. Des très jeunes, vous mourriez. Donc, si vous vouliez procréer et croisser et multiplier, mieux vaut commencer dès la puberté. Puisque à l'époque, avoir un certain âge de puberté, ça voulait dire d'être déjà presque adulte. Puisqu'à 20 ans, 20-25 ans, des très très vieux, ça n'existait pas trop, d'après ce qu'on a compris. La préhistoire était dangereuse, quand même. Il y avait quand même des animaux là pour nous bouffer. On était à un moment chasseurs et à un moment les chassés. Ok. Alors, bien sûr que dans la connerie, eux, ils vont vous mettre ça à n'importe quelle sauce. Donc vous voyez bien. De plus, pas question de contraception, donc je vous l'ai dit, dès la puberté. Donc ok. Ils enchaînaient les grossesses et ne pouvaient pas aller à la chasse dans ces conditions. Elles étaient donc réduites à faire la récolte, s'occuper des enfants et fabriquer des armes et des vêtements. Merde alors. Alors, quand ils étaient petits, ou quand ils étaient pubères, ou quand ils étaient adultes à l'époque, donc ça c'était une autre paire de manches, ils n'avaient pas d'enfants. Ils commençaient seulement. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'assoyaient puis ils attendaient. Oh là là,
dans les conneries, c'est à grande dose. Hein. Il faut bien comprendre que tout ce que je vois là-dedans, moi, c'est être complémentaire de l'homme, être complémentaire de son groupe. Parce que, justement, à la préhistoire, ils vivaient en groupe, en meute. Hein? Et c'était les survivants. Nous, on fait partie des survivants. Nos ancêtres ont survécu. Eh ouais, si on veut aller par là. La préhistoire, tous ceux qui sont allés au-delà, à chaque fois, des générations par génération, ce sont que des survivants. Faut le comprendre, ça. Donc, ils se sont mis en groupe. Et en groupe, chacun avait ses compétences. Hein? Donc, quand on n'est pas capable d'avoir un regard scientifique et un regard un petit peu plus concret sur les choses, on ferme sa gueule. Déjà, ça commence comme ça. Alors, donc on était rendu à vêtements. Elles étaient donc en partie dépendantes des hommes. Oh, c'est vrai que on voit beaucoup dans les tombes préhistoriques, on voit beaucoup des banderoles qui disaient on veut plus. Oh là. Encore une fois, ce n'est que des survivants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris chacun les compétences de chacun et ils se sont mis en groupe parce que l'union faisait la force à l'époque. Et quand vous aviez un mammouth à la hauteur où il se trouvait et la force qu'il avait, mieux vaut avoir tous les hommes autour que d'avoir des maillons faibles. Hein, je peux vous le dire, parce que le mammouth, lui, il n'allait pas savoir si il n'allait pas faire la discrimination. Là, je vous le dis tout de suite. Hein, s'il voulait écraser quelqu'un, il écrasait ce qu'il y avait devant. Point final. Il s'en foutait que c'était mâle ou femelle. Hein, on est d'accord. Donc, il faut arrêter un peu les délires. Là, hein. Les délires, oui, parce que là, je crois que ils y vont à grande dose, hein. Alors, il n'en fallait pas plus pour que dans la simplicité de l'esprit de ceci, la femme n'ait pas la même valeur. Ils pouvaient donc la prendre et la laisser à leur guise. Alors, dans la simplicité de l'esprit, vous voyez, c'est automatiquement la faute de l'homme. C'est l'homme qui est simple, c'est l'homme qui a une simplicité d'esprit. À l'époque, les femmes étaient très intelligentes. Hein, s'ils étaient à l'image de cet article, là c'est clair, non, il fallait les noyer. Alors, il semble que ces rôles soient, en quelque sorte, restés les mêmes au fil du temps. Bien qu'il y eut une grande évolution, en particulier durant ces dernières décennies. En effet, même si ce n'est plus particulièrement le cas, maintenant, jusqu'à il y a peu de temps, la femme était vraiment considérée comme bonne à rester à la maison pour s'occuper des enfants et faire la cuisine en attendant que son mari rentre du travail. Alors là, je n'en connais pas beaucoup qui sont bonnes qu'à ça. Au contraire, on était plus complémentaires. Et aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs, les hommes comme les femmes sont à la maison, s'occupent des enfants, parce que ça change. Ça change pas comme ils voudraient que l'homme ferme sa gueule et que la femme devienne au-dessus. Hein. Là, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Et pourquoi ils nous font ça, à votre avis? Alors, je vous mets en garde, hein, une fois. Mais retenez-le dans votre tête d'un côté. On va nous servir pendant tout le quinquennat de cette connerie, de toutes les conneries de la Terre. Et les femmes ceci, et les hommes cela, les hommes c'est tous des mauvais, les femmes c'est tous des bonnes. Vous allez en avoir jusqu'à plus soif. Vous savez pourquoi? Parce que fin du quinquennat, ils vont nous mettre une présidente. Ah, vous voyez? Donc, pour que vous ayez l'esprit fort, et on va vous diriger encore pour le vote. Donc, ça sera même pas un vote où ça que vous allez décider. C'est eux qui vont décider à votre place. Et puis, faites pas le oh, c'est pas vrai, parce que c'est vrai.
on commence à vous dire des conneries pareilles. Pour ceux qui y croient, faut arrêter un peu les délires, parce que, vous voyez, ça a été fait en 2010. En 2017, c'est ce que je vous ai montré avec Immédiat. Vous voyez? Donc, vous voyez bien qu'il y en a qui l'ont acquiescé, la connerie. Et pas des moindres, hein. Même des journalistes. Il faut arrêter un peu les délires. Je savais que les journalistes, ils étaient menteurs à souhait, mais à ce point-là, c'est indéfinissable. Donc vous voyez bien qu'on essaye de vous... je vous avais parlé de l'économiste en 2017, 2016. Donc 2017, je vous avais parlé de l'économiste qui vous disait on va vous raconter tout et n'importe quoi. Sur l'art, sur la préhistoire, sur les religions, sur tout. Eh bien regardez ce qui se passe. Ah, vous croyez que c'était en 2017? Le temps n'a rien à y faire. Si je vous dis quelque chose en 2017, par exemple, voilà ce qui va se passer en 2017. Ça s'amorce. En 2018, on entend parler. C'est un peu comme l'euro. L'euro, elle a été faite en 98, en 98, excusez-moi, en 98. On vous en a parlé, on vous a mis sur les rails. Et le 1er janvier 99, l'euro est apparu. Là, on va vous mettre sur les rails. Et bien, regardez, ça a été mis sur les rails. Et 2018, on entend les conneries à grand souhait. Et 2019, ça va exploser. Et quand on va arriver aux élections, ouais, une femme, on veut une femme. Hein? Mais qui aura décidé? Les journalistes ou vous? Par ses compétences ou par le sexe? Vous allez les lire. C'est des compétences qu'on veut. Maintenant ça sert plus à rien. C'est vrai. Depuis qu'on a Macron, même si on n'est pas compétent, on y a droit. Moi aussi, je vais me présenter. Dragon sera candidat à la présidence. Oh bah dis donc. Oh, je me marrais, moi. Ah bah oui. Bon, vous voyez bien que tout ça, vous pouvez toujours croire à toutes ces inepties, croire à tout ça, mais si on voit ces choses, si on les regarde, on se dit merde, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce bas monde, il y a quelque chose qui ne colle pas. On est en train de nous servir des conneries, mais à tout va, quoi, à toutes les sauces, quoi, à toutes les sauces. Alors bien sûr, je ne discrimine pas les femmes, hein, ok? Juste le groupe, hein. Le groupe qui raconte des conneries pareilles, hein. Les femmes, bien sûr, ne sont pas tous les matins en train de se lever, mais messieurs, vous inquiétez pas, ne sont pas tous les matins en train de se lever en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quoi, pour emmerder le mec. Nous on veut l'égalité, l'égalité de quoi? De manger plus que de raison, je sais pas. Il y en a certains qui dévorent. Alors pourquoi les femmes ne dévoreraient pas, hein? Ben non, ils sont riches. Ensuite quoi vous voyez, ça a toujours été ça. On essaye de créer la confusion chez l'humain pour que, vous voyez, par exemple dans les années 70, je vais vous donner un exemple, dans les années 70, on entendait parler du MLF, Mouvement de Libération de la Femme. Ok? Mais alors ils voulaient l'égalité, mais ils n'ont pas expliqué aux gens. Alors les jeunes se sont accaparés. Alors à l'époque, les très jeunes, hein, je parle on était ados, hein, moi j'étais ado, tout le monde était ado, hein, à l'époque. Donc on s'est accaparé ça, l'égalité, et les femmes, enfin les adolescentes voulaient l'égalité avec les mecs. Et puis ça vous a donné, mais je peux vous dire, vous avez qu'à regarder les naissances dans les années 70, vous allez vite comprendre. Hein. Et puis à quel âge ils avaient des gosses. Il y a eu beaucoup, hein, parce qu'ils ont confondu l'égalité politique, l'égalité des lois, avec l'égalité des sexes. Et l'égalité sexuelle. Parce que quand on parlait de sexe, c'était sexuel. Voilà. Donc l'égalité des sexes. Voilà ce qu'ils ont dit. Quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, la seule chose qu'il entendait, sexe. Ok, l'égalité, vous voulez l'égalité, alors allez-y, draguez-nous. On était contents, on se faisait draguer. Donc, vous voyez bien que en créant la confusion, ça peut
ça peut partir au clash, quoi. Voilà. Et il faut arrêter un peu là les délires. Il faut arrêter les délires. Hein, et puis de remonter à la préhistoire. Alors, je ne sais pas si celle ou celui qui a écrit cet article, il est remonté jusque-là. Ça doit être un vrai dinosaure, le mec. Il doit avoir les cheveux blancs, c'est pas possible. Ah, il a pas signé quand même. Ah, j'ai pas trouvé la signature. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal dire, c'est. Mais enfin, toujours est-il que vous pouvez la lire vous-même, hein, vous pouvez le voir. J'invente rien, hein. C'est dedans, hein, c'est dedans. Hein. Vous avez entendu déjà les journalistes. Eh ouais, les protéines animales n'étaient pas en bonne distribution. Bah, ils savaient compter à l'époque. Ils comptaient. Ils comptaient. Ah, toi t'as le droit à ça, toi t'as le droit à ça. Voilà. Oh là 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 là. Enfin, vous allez vite vous en rendre compte que dans la connerie, on y va à grande dose. Hein. Donc voilà pour ce qui est de la préhistoire. Alors nous allons passer maintenant plutôt à, bien sûr, les hommes et les femmes plus grandes. Hein, ils sont plus petites. Ah, pourquoi ils sont plus petites? Parce qu'ils n'avaient pas de protéines. Ah, bah voilà autre chose. Donc, manque de protéines. Ah, bah oui, moi je savais pas. Comme ça, on va voir. Alors, je vais vous faire un petit... Juste quelques images. Et là, vous allez voir que les protéines, hein, je vais en profiter en mettant les images au fur et à mesure. Ça n'aura rien à voir avec ce qui sera dit. Mais vous pourrez constater que les femmes sont très grandes. Sont même très grandes. Hein, il y en a certains, ils ont des jambes à plus en finir. Donc, je peux vous dire que c'est faux ce qu'ils disent. Hein. Donc, vous allez voir que ce que je vais faire en même temps, c'est vous mettre la place des femmes dans l'église. Voilà. Hein. Comme ça, bon, ça n'a rien à voir avec les photos qu'il y aura, mais on fait deux coups. Hein. Comme je l'ai noté, ça. Hein. C'est plutôt un article que j'ai pu faire et que j'ai pu glaner par-ci par-là quelques informations. Et en plus, donc là, je vous mets les femmes qui sont plus grandes et vous verrez dans les images la femme la plus petite du monde, mais aussi l'homme le plus petit du monde, à côté de la femme avec la plus grande. Vous allez voir qu'il mesure 74 cm, le mec. Hein? Donc, il faut penser que le mollet de la femme mesure 74 cm. Il arrive à peine aux cuisses. Hein? Aux cuisses, il est juste au niveau du genou, au-dessus un peu du genou. Vous allez voir, hein, je vous ai préparé ces photos-là. Comme ça, vous verrez bien. Et puis ensuite, je vous reprends pour prendre congé de vous. La vision catholique de la femme. Pour l'Église catholique, les femmes ont une dignité égale à celle des hommes. Elles ne sont ni inférieures, ni impures. Sainte Hélène, impératrice romaine, épouse de Constance Chlore, et mère de Constantin. Contrairement à une légende, l'Église n'a jamais mis en doute le fait que les femmes possèdent une âme. Pour le christianisme, le statut de la personne et sa dignité sont indépendants de l'origine ethnique, de la situation sociale ou de la dimension sexuelle, comme l'indique explicitement l'apôtre Paul de Tarse dans l'Épître aux Galates, quand il rappelle l'égalité fondamentale de tous les baptisés. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni masculin ni féminin, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Galates 3, 27, 28. Dans une déclaration de 2008, Benoît XVI appelle les chrétiens à être partout les promoteurs d'une culture qui reconnaisse à la femme, dans le droit et dans la réalité des faits, la dignité qui lui revient. L'institution catholique soutient en même temps le principe de la différence des fonctions. Cette diversité des fonctions est présentée comme fondée en nature. Elle ne découlerait donc pas d'un ordre arbitraire. Point. Du fait de leur capacité physique à donner la vie, les femmes disposeraient de qualités particulières dans les relations humaines, souci de l'autre, écoute, humilité etc., qualités présentées comme précieuses dans la famille, la société et l'Église. Cependant, l'institution catholique écarte les femmes de tout ministère ordonné, prêtrise et diaconat. Les femmes ne prêchent presque jamais, et l'enseignement officiel de l'Église n'est défini que par des hommes. Il est rarissime qu'une femme, même religieuse, exerce une tutelle sur des prêtres, alors que les religieuses font vœu d'obéissance envers les évêques. Pour Jean-Paul II, il y a un déséquilibre inscrit dans les rapports originels entre l'homme et la femme.
Ainsi la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner les fidèles, est dans l'Église catholique exclusivement réservée à des hommes. Pour l'historien des religions Odon Vallet, le catholicisme ne déroge pas à une constante. Au-delà des particularismes confessionnels, les grandes religions manifestent une étonnante proximité dans leur représentation de l'idéal féminin. Les femmes doivent être d'abord fidèles et fécondes, et sont avec des degrés variables souvent reléguées à un statut social globalement secondaire. Le théologien Gérard Delteil propose une analyse similaire à partir de textes catholiques, analyse qu'il estime transposable aux trois grands monothéismes. Au-delà du discours sur l'égale dignité des hommes et des femmes, il existe un discours sur la différence, inscription religieuse de l'inégalité qui marque la prédominance masculine. Cette prédominance s'exerce via la codification des rôles au sein de l'Église, mais aussi via un phénomène d'idéalisation, stigmatisation, qui tend à enfermer les femmes dans des stéréotypes. L'idéal féminin proposé par les théologiens de l'Antiquité chrétienne, est dû au Moyen-Âge et celui de la Vierge Marie. Hildegarde de Bingen recevant l'inspiration divine, manuscrit médiéval. Parmi les saints et saintes canonisés entre le XI et le XIXe siècle inclus, les femmes ne sont que 16%. Parmi celles-ci, à peine une dizaine de mères de famille, dont toutes sauf 4 ont une origine royale. Parmi les mères de famille canonisées, on peut citer Sainte Hélène, mère de Constantin, et Sainte Monique, mère de Saint Augustin. Parmi les 35 docteurs de l'Église, tous canonisés, on compte 4 femmes, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne, proclamées docteurs en 1970, Thérèse de Lisieux, en 1997, et Hildegarde de Bingen, en 2012. Selon le dominicain François Boestflux, le discours ecclésiastique sur la femme tend à enfermer celle-ci dans une identité fictive, déterminée par la loi naturelle et la volonté de Dieu, vocation à aider, obéir, se taire et servir les hommes, les enfants, les malades, les pauvres, les vieux, etc. Pour éviter d'être une nouvelle Ève tentatrice, il faudrait que la femme prenne pour modèle Marie, Vierge et Mère. Arrière-plan, les femmes dans le Nouveau Testament, et dans la théologie traditionnelle. Dans l'univers palestinien du temps de Jésus, les hommes ne parlaient guère aux femmes. Une preuve en est que, dans les évangiles eux-mêmes, on ne voit pas les apôtres parler aux femmes. Il y a une exception cependant, la réponse de Pierre à la servante du grand prêtre qui le reconnaît au soir de l'arrestation de Jésus, « Je ne sais pas ce que tu veux dire » Marc 14, 68, 10. Or Jésus converse régulièrement avec les femmes. Davantage, il reconnaît souvent en elles la force de l'esprit. On le voit par exemple dans l'épisode de la guérison de la fille d'une Cananéenne, Marc 7, 24, 30, ou dans le dialogue avec Marthe avant la résurrection de Lazare, Jean 11, 25, 27. Mais, en même temps, Jésus n'amène ni que les femmes s'enferment dans la vie domestique, Luc 10, 41, ni qu'elles se cantonnent à leurs conditions biologiques. À la femme qui l'interpelle crûment en bénissant le ventre qu'il a porté, Jésus répond, « Bienheureux plutôt ceux qui font la volonté de mon Père » Luc 11, 27, 28. Jésus ignore ostensiblement les tabous qui pèsent sur les femmes qu'il rencontre, il se laisse toucher par la femme qui perd son sang, Matthieu 9, 20, 22, il accepte l'hommage d'une pécheresse anonyme sous le regard réprobateur de Simon le pharisien, Luc 7, 36, 50. Il demande de l'eau à une Samaritaine, l'étrangère infréquentable, Jean 4, 1, 42. Moins que par des paroles, la relation de Jésus et des femmes se révèle donc par des gestes ou des attitudes. L'épisode du flacon de parfum brisé, Jean 12, 1, 11, illustre ses proximités avec Marie de Béthanie. Au calvaire, les femmes, nommées par leur nom, donnent par leur présence une ultime preuve de leur fidélité. Et, au matin de Pâques, ce sont les femmes, venues parfumer le cadavre de leur maître défunt, qui reçoivent la révélation de la résurrection, Matthieu 28, 1, 10, Marc 16, Luc 24, Jean 20, 10, 18. La Vierge Marie présente dans les 4 évangiles, occupe dans l'histoire du salut, et pour tous les chrétiens une place prédominante. Elle est celle qui a porté Dieu en son sein, et qui, en rendant possible l'incarnation, a rendu le salut accessible à tous les hommes. Dans les autres écrits du Nouveau Testament, même si saint Paul reconnaît l'égalité des hommes et des femmes dans le Christ, il demande aux femmes de se taire dans les assemblées, 1 Corinthiens 14, 34. Mais lui-même dialogue avec les femmes. À Philippe, disent les Actes, nous étant assis, nous adressâmes la parole aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, Lydie, nous écoutait. Actes 16, 13. Dans ses lettres, il salue plus de 15 femmes auxquelles il confie des responsabilités importantes. À Chancré, port de Corinthe, il charge Phobé du diaconat, et de la présidence d'une communauté, Romains chapitre 6, 1.
Dans la théologie traditionnelle, saint Augustin, dans la Trinité 12, 7, explique que la femme n'est pas l'image de Dieu au même titre que l'homme. En tant que mot, la femme est image de Dieu en son âme rationnelle, mais en tant que femina, elle ne le reflète pas dans son corps. Plus précisément, la femme n'est image de Dieu qu'avec son mari, alors que le mari est en lui-même image parfaite de Dieu. L'existence corporelle de la femme, l'avoue ainsi à une fonction d'auxiliaire de l'homme. Pour saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique 1, question 92 article 1, la subordination naturelle de la femme est appuyée sur l'imperfection de ses facultés rationnelles et de son corps. Notamment, la femme est par nature soumise à l'homme, car l'homme, par nature, jouit avec plus d'abondance du discernement de la raison. Le récit de la création signifie que la distinction des sexes a pour finalité la reproduction de l'espèce. L'homme, en tant que sexe premier, reçoit une aide pour son activité procréatrice. La perspective de Thomas n'est cependant pas celle d'une complémentarité réciproque entre l'homme et la femme, mais celle d'une relation entre le supérieur et le subordonné. Cette soumission par nature de la femme à l'homme est pour saint Thomas au fondement du refus du sacrement de l'ordre pour les chrétiennes. Certes, en tant qu'être humain, homo, possédant la qualité d'image de Dieu, la femme a, non moins que l'homme, la béatitude pour finalité naturelle. Toutefois, comme cette finalité ne sera réalisée que dans la gloire éternelle, dans la vie terrestre, elle demeure assujettie. On compte en 2014 plus de 700 000 religieuses dans le monde. La diminution globale par rapport à 2013 est de 10 000 unités environ. Les augmentations, sur l'année, concernent l'Afrique, plus 700, et l'Asie, plus 2100, alors que les diminutions se situent en Amérique, moins 4200, en Europe, moins 9000, et en Océanie, moins 200. En 2004, aux États-Unis et au Canada, de 78% à 82% des religieuses sont des femmes. La proportion est de 76% en Europe 16. Au Canada en 2004, l'âge moyen des religieuses de 73 ans. Aux États-Unis en 1999, la moyenne est de 69 ans. En France, au même moment, elle est de 74 ans. Les congrégations féminines se dirigent elles-mêmes, même si elles sont ultimement soumises aux évêques et au Saint-Siège. L'abbesse, supérieure d'une abbaye, est élue par ses consœurs. Les Salésiennes forment la congrégation religieuse des femmes la plus importante au monde, rif nécessaire. Parmi les autres ordres notables, on peut citer les Petites Sœurs des Pauvres, fondées en 1839, par Jeanne Judan et engagée dans une action caritative internationale, pour l'accueil et le soin des personnes âgées pauvres et isolées, les Sœurs de la Miséricorde fondées par Catherine Collet en 1831, les Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur, fondée en 1866 par Mary MacLeod, et les Missionnaires de la Charité fondés en 1950 par Mère Teresa. Place des femmes dans la vie ecclésiale. Du fait de la baisse du nombre des prêtres, les laïcs participent de plus en plus au travail religieux. Or, en France, on observe une très forte féminisation des permanents laïcs. En 2015, les 3/4 des laïcs ayant une lettre de mission dans les diocèses de France métropolitaine sont des femmes. Les femmes occupent aujourd'hui des postes autrefois réservés à des prêtres. En paroisse, elles font le catéchisme, préparent au baptême et au mariage, accompagnent les familles en deuil. En 1984, sur 150 000 catéchistes de l'enseignement primaire et 70 000 dans le premier cycle secondaire, 87% étaient des femmes. En 1994, parmi les laïcs catéchistes, la proportion des femmes est de 90,2%. Les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi les aumôniers de l'enseignement public comme privé, d'hôpitaux, de prisons. Si les religieuses ont joué un rôle pionnier dans l'accès à ce type de poste dans les années 1980 et au début des années 1990, aujourd'hui ce sont des femmes généralement mariées qui les occupent. En 2015, on compte 371 femmes employées au Vatican, 19% du personnel, pour la plupart dans des emplois de service, ainsi qu'au supermarché du Vatican, au bureau de poste et dans les musées. Les femmes ayant les postes les plus élevés sont une religieuse italienne, Nicoletta Spezzati, sous-secrétaire à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et une laïque, italienne également, Flaminia Giovanelli, sous-secrétaire au Conseil pontifical Justice et Paix. Pour Céline Béraud, dans l'Église catholique, la reconnaissance passe par la visibilité liturgique. Le prêtre jouit pleinement de cette visibilité, mais les laïcs en sont largement dépourvus. Dans un rituel, ils peuvent certes animer les chants, faire des lectures, distribuer la communion, mais leurs fonctions sont secondaires, et dépendent entièrement du président de la cérémonie, qui est nécessairement un prêtre. La réticence de l'épiscopat à l'égard des assemblées dominicales en l'absence de prêtre, peut s'analyser comme liée à la crainte d'un amoindrissement de la centralité du prêtre.
Au cours de la messe, l'évangile peut être lu non seulement par un prêtre mais aussi par un diacre. De ce fait, il ne peut être lu par une femme. Les femmes agissent le plus souvent en amont du rituel, notamment dans la préparation des sacrements. Au moment même de la célébration du rituel, elles rejoignent les coulisses. On observe ainsi, dans de nombreuses paroisses de France, une difficulté à admettre que les filles soient servantes de messe. Dans certaines paroisses, le groupe des enfants de chœur est mixte, et les tâches sont indifférenciées. Dans d'autres il est strictement masculin, dans d'autres enfin il est mixte, mais avec une répartition des tâches, telles que les filles n'ont pas accès à l'autel, elles se chargent alors d'activités périphériques, comme la distribution des feuilles de chant ou la quête. Selon Isabelle de Golemin, journaliste au quotidien La Croix, dans une société où l'image compte, où l'on a besoin de figures incarnées, l'Église catholique ne peut continuer à cacher ses femmes. Les femmes ont droit à la parole dans l'Église en tant que catéchistes, et en tant qu'enseignantes au sein des universités catholiques. Elles peuvent également prendre part aux synodes diocésains, qui ne sont cependant que consultatifs. Lors des synodes romains, ou lors des réunions des conférences épiscopales nationales, elles sont parfois invitées à donner un avis mais n'ont aucune part au vote. Dans les diocèses de France, au-delà des fonctions strictement réservées aux hommes, évêques, vicaires généraux, vicaires épiscopaux, il y a des positions de responsabilité ouvertes aux femmes, délégués épiscopaux ou diocésains, membres du conseil épiscopal, économes ou chanceliers. Mais dans les faits cependant, ces positions restent elles-mêmes masculines à 75%. En Allemagne, selon des chiffres de la conférence épiscopale, 12,7% des postes de direction directement liés aux évêques sont occupés par des femmes en 2015, contre 5% en 2005, et 19% des postes de direction intermédiaire. En septembre 2014, le nombre de femmes membres de la Commission théologique internationale est passé d'1 à 5 parmi 25 membres. Lucetta Scarafia, universitaire et chroniqueuse à l'Osservatore Romano, est à l'une des 32 femmes, sur 253 participants, invitées à participer, sans droit de vote, un synode étant délibératif, au synode sur la famille, à Rome en octobre 2015. Dans une tribune du journal Le Monde, elle dénonça avec force la misogynie, dont les évêques selon elle firent preuve à son égard. Pour la bibliste Anne-Marie Pelletier dans l'Église même, des évolutions se font. Aujourd'hui des femmes entrent dans les conseils épiscopaux, d'autres se retrouvent à des postes institutionnels jusqu'alors réservés à des prêtres. Il reste beaucoup à faire, en commençant tout simplement par leur donner plus largement la parole. Pour le pape François, il faut encore élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église. À ses yeux, il ne fait aucun doute que nous devons faire beaucoup plus en faveur des femmes. Non seulement la femme doit être davantage écoutée, mais sa voix doit avoir un poids réel, une autorité reconnue, dans la société et dans l'Église. Ordination des femmes dans l'Église catholique. L'argument avancé pour justifier le refus de l'accès des femmes aux 3 fonctions de l'Église, trium unra, gouverner, enseigner, sanctifier, exercer en plénitude par la hiérarchie ecclésiastique est double. Jésus était un être masculin et ses apôtres aussi. L'Église catholique ne se sent donc pas la capacité de contrevenir à ce modèle. Le ministère, étant la représentation de l'activité christique, réclame une capacité de la représenter. Le Christ étant masculin, seul l'être masculin peut assurer cette représentation. Selon le pape Jean-Paul II, l'impossibilité d'ordination des femmes serait directement issue des choix du Christ lui-même. En appelant que des hommes à être ses apôtres, le Christ a agi d'une manière totalement libre et souveraine. Il l'a fait dans la liberté même avec laquelle il a mis en valeur la dignité et la vocation de la femme par tout son comportement, sans se conformer aux usages qui prévalaient, ni aux traditions que sanctionnait la législation de son époque. D'autre part, le fait que la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, n'ait reçu ni la mission spécifique des apôtres, ni le sacerdoce ministériel montre clairement que la non-admission des femmes à l'ordination sacerdotale ne peut pas signifier qu'elles auraient une dignité moindre, ni qu'elles seraient l'objet d'une discrimination, mais c'est l'observance fidèle d'une disposition qu'il faut attribuer à la sagesse du Seigneur de l'univers. C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance, qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères, Luc 22, 32, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes, et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. Il y a eu des diaconesses dans l'Église d'Occident. Elles ont cependant disparu dès le 5e siècle. Des demandes d'ordination diaconale des femmes ont été formulées à plusieurs reprises par l'épiscopat allemand. Le débat en ce sens est très animé en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse et en Autriche.
il n'a jamais été abordé par l'épiscopat français. Traditionnellement, Rome est opposée à toute ordination diaconale des femmes, comme risquant d'entraîner une confusion avec le diaconat masculin. Selon le P. Bruno Chenu, cette réaction traduit la peur qu'un diaconat féminin ne fonctionne comme un cheval de Troie pour investir le presbytérat. Pourtant, le 12 mai 2016, le pape François a annoncé la constitution d'une commission chargée d'étudier la question de l'ordination diaconale des femmes. Lors du synode sur la famille d'octobre 2015, l'évêque canadien Paul-André Durocher l'avait proposé comme moyen d'accroître la place des femmes dans l'Église. La vision catholique de la femme mariée Saint Paul préconise la soumission de la femme à son époux, tout en recommandant à ce dernier de l'aimer comme un autre soi-même. Soyez soumis les uns aux autres comme au Seigneur Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Épître aux Éphésiens 5, 22 à 5, 28. L'encyclique Casti Connubii de Pie XI, en 1930, dénonce les maîtres d'erreur qui n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Il proclame que tous les droits sont égaux entre époux. Il prêche orgueilleusement une émancipation de la femme, déjà accomplie ou qui doit l'être. Dans la lettre apostolique Muliri Dignitatem, Jean-Paul II interprète la soumission, dont parle saint Paul, comme réciproque entre mari et femme, tandis que dans la relation Christ-Église, la seule soumission est celle de l'Église. Dans la relation mari-femme, la soumission n'est pas unilatérale, mais bien réciproque. Le féminisme chrétien et non chrétien a souvent critiqué l'attitude de l'Église envers les femmes. L'association féministe Les Chiennes de Garde a remis le prix du macho de l'année 2009 à Monseigneur André 23. Celui-ci avait déclaré sur Radio Notre-Dame en novembre 2008, « Le plus difficile est d'avoir des femmes qui soient formées. Le tout n'est pas d'avoir une jupe, c'est d'avoir quelque chose dans la tête. » Le cardinal Joseph Ratzinger, devenu ensuite pape sous le nom de Benoît XVI, a reproché, dans une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi adressée aux évêques de l'Église catholique en juillet 2004, au féminisme radical de vouloir reconstruire une identité féminine aux dépens de l'identité masculine. Une première tendance souligne fortement la condition de subordination de la femme, dans le but de susciter une attitude de contestation. La femme, pour être elle-même, s'érige en rivale de l'homme. Aux abus de pouvoir, elle répond par une stratégie de recherche du pouvoir. La lutte des sexes, selon lui, serait donc une stratégie de recherche du pouvoir adoptée par des femmes surréagissant à leurs conditions de subordination vis-à-vis des hommes, et considérant comme sans importance et sans influence, le fait que le Fils de Dieu a assumé la nature humaine dans sa forme masculine. D'après lui, les courants de féminisme radical pousseraient les femmes à s'affirmer en réaction et par opposition aux hommes, et non en étant pleinement elles-mêmes. Toute perspective qui entend être celle d'une lutte des sexes n'est qu'un leurre et un piège. La même lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, intitulée de la collaboration des hommes et des femmes dans l'Église et dans le monde, considère qu'il est du rôle des politiques sociales de combattre toute discrimination sexuelle injuste. Elle affirme également que le modèle de procréation biologique n'est pas le seul et qu'il convient de ne pas enfermer la femme dans un destin qui serait simplement biologique. Car la maternité peut trouver des formes d'accomplissement plénier, même là où il n'y a pas d'engendrement physique. Plusieurs organisations de laïcs catholiques réfléchissent à la place des femmes dans l'Église. On peut citer le Comité de la Jupe, créé en 2008 par Christine Pedottian, sous pas à la suite d'un mot malheureux du cardinal archevêque de Paris André 23. Également l'association Femmes et Hommes Égalité, Droits et Libertés dans les Églises et la Société, créée en 2011 de la fusion des associations Femmes et Hommes en Église. Et Droits et Libertés dans les Églises, DLE, créés respectivement en 1969 et 1987. Quelques jours avant le conclave destiné à trouver un successeur à Benoît XVI, le Comité de la Jupe a organisé à Paris un conclave des femmes, pour protester contre la réunion de cardinaux uniquement hommes, considérés comme peu représentatifs de la diversité de l'Église. Voilà de comment parle l'Église de la femme. Hein. Donc vous voyez bien qu'il y a du machisme, il y a peut-être pas du machisme, il y a une soumission, mais c'est une soumission réciproque, c'est-à-dire que la femme est soumise, mais l'homme est soumis à sa femme. Aimez-vous les uns les autres et arrêtez de vous faire la guerre. Ça, c'est très... Voilà ce que moi j'en conclus. Hein, ça serait déjà pas mal. Alors là, vous voyez,
on va dire un enfant, là, hein, une ado, vous voyez, elle est pas bien grande, hein, elle est pas bien grande, hein, alors elle n'a pas dû manger beaucoup de protéines. Hein. Et bien sûr, vous allez avoir, juste après ça, la femme la plus petite du monde. Hein, donc, là voilà, hein, et là, vous voyez que... ah ben, elle va pas faire de vélo. Ah non, 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 vous inquiétez pas, elle n'en fera pas. Hein, donc, vous voyez bien que il y a de tout. Hein. Je vous ai mis des photos de femmes très grandes, d'hommes de taille moyenne qui avaient leur femme qui était plus grande qu'eux. Hein, voilà, c'est aussi clair que ça. Et ça n'a rien à voir avec la préhistoire. Hein. Ils n'ont pas un os dans le nez, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc vous voyez bien que, bon, la vision catholique de la femme, hein, il faut bien la comprendre, bien la décortiquer. Hein. Ok, donc si vous voulez que je la décortique, je le ferai plus tard. Mais là, bon, la vidéo elle commence à être un peu longue. Donc, je vais prendre congé de vous. Je vais vous dire la bonne journée. Alors, bien sûr, hein, tout ce qu'il y a dans cette vidéo n'est pas forcément ce que moi j'en pense. Ce que j'ai fait, c'est juste des constats. Hein. Bon, il y a certaines choses que je pense quand même. Hein, que mieux vaut arrêter de se faire la guerre, aimez-vous et arrêtez de vouloir la place de l'autre, hein, parce qu'elle n'est pas enviable. Je vous le dis tout de suite. Hein. D'ailleurs, on voit bien hein, qu'elle n'est pas enviable. Hein. Donc, arrêtez de vouloir toujours plus. Hein, plutôt essayons d'être complémentaires, de survivre ensemble, parce que dans ce monde à l'heure d'aujourd'hui, on survit. Hein. Chacun doit travailler, amener la pierre à l'édifice pour pouvoir fonder cette famille, ce foyer qui part en éclats à cause d'une minorité. Hein, voilà. Bon, là-dessus, je vous dis bonne journée, bon mois de janvier, et puis à bientôt sur une autre vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Et surtout, la vérité, elle sort de la bouche du dragon aussi. Hein, parce qu'il n'a pas la langue, ou ça, non, ça